Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la grande présentation du Giro, le deuxième grand tour de la saison, le premier pour les hommes. On est en pleine Vuelta et on sort il y a quelques minutes de la victoire d'Evita Music sur la Vuelta. On vient de la regarder cette étape, on enregistre ce vendredi soir, donc à la veille du départ du Giro dans la banlieue de Turin. Et avec moi pour la présentation du Giro, Étienne Gourceau de Dico du Sport. Salut Étienne. Salut Guillaume. Nous sommes les deux hommes les plus heureux du monde. Une Française qui gagne à la pure pédale sur la Vuelta. Je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis de nombreuses années dans le cyclisme féminin. Ça me fait plaisir. C'était une petite parenthèse avant de parler du Giro et quelle belle parenthèse. Ouais, quelle belle parenthèse, très bonne nouvelle. On verra bien aussi... on va essayer, là franchement après Liège-Bastogne-Liège, il y a une victoire sur la Vuelta. On va essayer d'inviter Stéphane Delcourt. On va faire ça dans les prochains jours dans Vélo Podcast. Bon, t'es hypé toi par ce Giro qui débute ce samedi ? Franchement, je ne saurais pas trop te répondre. Je ne sais pas si c'est le fait que je suis en ce moment énormément de sport qui fait que ça diminue mon intérêt pour le cyclisme, qui reste très grand, attention, je ne dis pas le contraire. Mais je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Peut-être qu'il manque, il y a Romain Bardet, mais peut-être qu'il manque ce Français encore qui pourrait nous faire un peu plus vibrer pour pourquoi pas donner plus de hype. Maintenant, ça reste le premier des grands tours, c'est toujours une émotion particulière, une atmosphère particulière aussi. Ouais, et finalement, c'est aussi un peu l'écart l'écart entre le grand favori et le reste qui te hype un petit peu moins, c'est un peu ça aussi. Personnellement, j'adore Tadej Pogacar, donc je serais heureux de le voir gagner un grand tour, mais c'est vrai que c'est pareil. On s'était habitué à avoir des fights entre lui et Vingegaard sur le tour. La Vuelta, il y avait l'incertitude de savoir qui des Jumbo-Visma allait gagner. Alors, une incertitude qui rendait la course un peu particulière. Et sur le Giro, traditionnellement, ces dernières années, ça avait souvent été des courses très accrochées et qui ont été renversées lors des dernières étapes de montagne. Que ce soit Roglic ou Jay Hindley, les deux ont fait la différence et ont pris le maillot lors de la toute dernière étape importante. Donc, là, on va se retrouver dans une situation où, sauf miracle, il n'y aura pas de renversement de situation comme on a pu voir sur au moins les deux dernières éditions. Bon, on va parler de ce Giro, on va vous faire le menu très rapidement, parler quand même de Tadej Pogacar, de l'histoire dans laquelle il peut rentrer, essayer de se poser la question de savoir qui peut éventuellement aller le déstabiliser. On verra aussi les forces en présence de ce Giro, un mot sur le parcours, sur les Français et puis sur les sprinteurs, parce qu'il y a toujours un très bon plateau de sprinteurs sur le Giro et c'est encore le cas aujourd'hui. On va poser le contexte. Toi Étienne, t'es tranquillement après la victoire d'Evita Music on enregistre ce podcast, t'es chez toi à Angoulême, tu t'apprêtes à aller courir entre deux averses, non, si je me trompe pas, c'est ça ? Ah non, mais à ce stade-là, c'est même plus entre deux averses, c'est tout le temps en fait. Alors, et un des coins les moins lotis de France depuis le mois d'octobre, on pleure, et puis je pense que la météo pleure aussi, mais ça n'enlèvera pas le soleil qui est dans mon cœur grâce à Evita Music. C'est beau ça, c'est beau. Et un bonjour à Stéphane Delcourt. En même temps, c'est pour ça que je me suis expatrié de la Charente aussi pour aller trouver le soleil un peu plus au sud. Moi actuellement, là voilà, le contexte, j'enregistre depuis le stade Raymond Kopa à Angers où je vais commenter la Ligue 2 ce soir. Donc stade magnifique d'ailleurs, faut d'ailleurs saluer ce stade qui a été rénové il y a peu. Donc voilà, on est aux quatre coins de la France pour vous faire vivre ce Giro qui débute donc ce samedi, on l'a dit, dans la banlieue de Turin. Le grand départ, je recherche la ville exacte, Venaria Reale, voilà, pour ce départ donc du Giro, grandissime favori Tadej Pogacar, on en a déjà plus ou moins parlé, c'est la grande attraction de ce Giro, c'est la première fois qu'il vient disputer le Tour d'Italie, il avait déjà disputé le Tour d'Espagne, c'était avant ses victoires au Tour de France, il avait terminé 3e, je crois que c'était l'année de la première victoire de Primož Roglic en 2019, Tadej Pogacar va aller disputer enfin le Giro. C'est un peu bizarre quand même parce que l'Italie est un pays qu'il adore, il dit que c'est un peu sa deuxième patrie, c'est pas très loin de son pays, il vient sur ce Giro pour rentrer dans l'histoire. Un coureur comme Tadej Pogacar, s'il veut se rapprocher d'Eddy Merckx, on sait que sur les monuments, il s'en rapproche tranquillement avec 3 monuments différents et 6 victoires au total. Il s'en rapproche, il en est encore loin, mais par rapport au cyclisme moderne, mine de rien, c'est déjà énorme ce qu'il fait. Mais il faut aussi gagner les 3 grands tours. Et pour l'heure, il n'a gagné, alors je mets des guillemets, mais il n'a gagné que le Tour de France pour le moment.
Alors il a 25 ans, mais un Eddy Merckx, un Alberto Contador avait gagné les 3 grands tours à 25 ans par exemple. Bon, après, il a encore un peu le temps, hein, Tadej Pogacar, mais c'est vrai que il est en train de chasser sur les traces d'Eddy Merckx. Maintenant, c'est plus ou moins établi, que ce soit sur les classiques ou aussi sur les grands tours. Il va venir sur le Giro pour aussi faire le doublé avec le Tour de France. On va avoir les yeux sur lui pendant 3 semaines. Chasser sur les traces d'Eddy Merckx, c'est sur les traces d'Alberto Contador qui est le coureur le plus récent à avoir gagné le plus de grands tours. Il en a gagné 7, 9 si tu comptes pas les suspensions, mais on va quand même les compter. Et mine de rien, déjà, pour un Tadej Pogacar, s'il parvient à avoir un bilan en fin de carrière qui est égal à Contador sur les grands tours, et ben ça sera déjà pas si mal parce qu'il a 25 ans. Et alors, j'ai envie de mettre encore une fois des guillemets, mais il n'a que 2 grands tours à son actif. Là où Contador en avait par exemple 3, 4 même d'ailleurs. Donc, le temps passe et je comprends le désir de Tadej Pogacar d'aller explorer d'autres horizons après 2 échecs consécutifs sur le Tour de France. Alors c'est vrai que Tadej Pogacar, comment dire, avec sa bataille avec Van Der Poel sur les classiques, on en oublierait presque que c'est avant tout un énorme coureur de tours, de courses par étapes, de grands tours. Il s'était révélé sur la Vuelta où il avait terminé 3e, il sortait tout juste des juniors et là on le voit sur le Tour de France remporté 2 fois. Je dis pas qu'il va remettre les pendules à l'heure, mais il doit se réaffirmer comme le grand coureur qu'il est aussi sur les courses par étapes après avoir été maté justement, non pas le lapsus, après avoir été maté par Vingegaard. C'est ça, mine de rien, comme j'ai dit tout à l'heure, il reste sur 2 échecs consécutifs en grand tour. Alors évidemment, face à un Jonas Vingegaard qui est aussi monstrueux, c'est des échecs qui restent relatifs, mais au palmarès, pour le moment, c'est 2 deuxièmes places et c'est pas 2 premières places. Et ça fait la différence. Tu parlais de Contador. Contador n'a pas réussi à faire, et comme Chris Froome aussi, ces deux-là n'ont pas réussi à faire le doublé Giro Tour la même année. Alberto Contador a remporté et le Giro et le Tour de France. Chris Froome a remporté et le Giro et le Tour de France, mais les deux n'ont pas réussi à le faire la même année. Alors, de mémoire, il me semble que c'est Chris Froome lors de son dernier ou avant-dernier Tour de France, ou en tout cas, non, c'est lors de la victoire de Geraint Thomas en 2018. Il fait la victoire au Giro avant Chris Froome et il termine sur le podium, 3e ensuite du Tour de France. Mais il s'était buté un peu sur ce doublé Giro Tour la même année qui est quand même très compliqué. Le dernier, c'était Marco Pantani en 98. En sachant que Chris Froome avait bénéficié de cette fameuse semaine supplémentaire de repos 2018, année de Coupe du Monde de football qui fait démarrer une semaine plus tard. Et là, c'est l'inverse. Pogacar, le tour, il va commencer une semaine plus tôt. Année oblige. Donc, Pogacar aura 2 semaines en moins qu'un Chris Froome lors de sa tentative en 2018. Après, Chris Froome avait été plus que bousculé sur ce Giro-là et avait certainement dû laisser pas mal de plumes. Et ça reste quand même le seul coureur de l'ère moderne depuis Pantani à avoir terminé sur un podium du Tour de France après avoir gagné le Giro. Exactement. On va quand même donner les noms de ceux qui ont fait le doublé de Giro Tour la même saison parce que ce sont des coureurs historiques. Fausto Coppi, le premier en 1949 et en 1952. Jacques Anquetil en 1964. Eddy Merckx en 70, 72 et 74. Bernard Hinault en 82, en 85. Stephen Roche en 87. Miguel Indurain en 92 et en 93. Et Marco Pantani donc en 1998. Avant de remporter le Tour de France, il faudra alors un Tour de France où on ne connaît pas encore la concurrence, au niveau auquel sera cette concurrence après notamment les chutes autour du Pays Basque. Mais avant de remporter le Tour de France, il faudra d'abord remporter ce Tour d'Italie où il semble quand même être le grand favori. C'est même pas il semble, il est le grand favori. Il n'y a personne qui arrive à la cheville de Tadej Pogacar au départ. Il arrive un peu dans la même configuration. Je reviens encore une fois sur Contador, mais le Contador du Giro 2011 qui d'ailleurs avant de se faire déclasser, avait quand même assez facilement remporté la course. Et cette année-là, on se demandait qui pouvait ne serait-ce que l'approcher. On s'est aperçu que même en étant certainement pas à fond, Contador avait bien géré son Giro. Il avait remporté la course assez facilement en écrasant tout le monde dans l'Etna. Et puis derrière, il avait pu gérer.
ça n'avait pas suffi pour briller sur le Tour de France, mais voilà. Après, on regarde sur la start list, quand on parle de rapport un peu déséquilibré entre Pogacar et les autres, il manque Vingegaard, il manque Evenepoel, il manque Roglic, Adam Yates, Joao Almeida, Pello Bilbao, un Vlasov, un Hindley, un Landa, Carlos Rodriguez, Enric Mas, Juan Ayuso, Skel Mose, Simon Yates, Sepp Kuss, Brandon McNulty, David Gaudu. Je regarde là, en fait, c'est le top 20 des coureurs de Grand Tour, le classement des coureurs sur les courses par étapes selon Pro Cycling Stats, les meilleurs coureurs de courses par étapes. On a un Pogacar qui est au départ qui est 2e, un Ben O'Connor qui est au départ qui est 9e et un Damiano Caruso qui est 19e et qui est au départ lui aussi, mais avec un énorme écart finalement entre Vingegaard, Pogacar, un peu Evenepoel et les autres derrière. T'as des Pogacar, bon, on se dit que le rapport est quand même très déséquilibré ou juste déséquilibré? Très déséquilibré, incontestablement, parce que derrière, à part Geraint Thomas qui a une solide expérience et qui a quand même fini 2e du dernier Giro et en ayant failli le remporter, on a finalement la personne qui a une grande expérience de Grand Tour et à part Romain Bardet, personne qui n'a terminé sur le podium d'un Grand Tour, si je dis pas de bêtises. Si, Caruso sur le Giro, mais c'était un Giro quand même assez particulier en 2021 où pareil, la concurrence n'était pas non plus exceptionnelle. Et puis Caruso, les années passent. Caruso, les années passent, hein. Il a 36 ans maintenant, mais c'est vrai que il est toujours costaud. L'année dernière, il fait 4e du Tour d'Italie, aussi devant Thibaut Pinot. On a des coureurs solides. On a aussi la nouvelle génération qui arrive derrière. Allez, on va se jeter un peu dans le jeu. On l'a fait un peu en off tous les deux pour préparer ce podcast au jeu des étoiles. Alors nous, d'habitude, dans Vélo Podcast, on a 3, 2 et 1 étoile. Le rapport est tellement déséquilibré, en fait, Étienne, qu'on s'est dit on va mettre Pogacar en 4 étoiles pour ne pas non plus dévaloriser le reste de la concurrence. On est quand même d'accord ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, de mon côté, j'ai personne en 3 étoiles, c'est pour dire à quel point on ne croit pas en quelqu'un qui puisse le déstabiliser. Mais ouais, à la limite, c'est vraiment pour être gentil, on aurait pu le mettre en 5 étoiles, mais c'est par respect de la concurrence, mais je suis même pas sûr que lui ait envie vraiment de la respecter au final, on le connaît. Oui, bon, c'est pour ça qu'on a quand même pas mis 5 étoiles, parce qu'il y a quand même une belle concurrence. Alors après, on s'est amusé à faire 2 et 1 étoile, puisque du coup, on a mis Pogacar en 4, et qu'on se limite à 3 étoiles habituellement. On est tous les deux d'accord pour mettre en 2 étoiles celui qui a fait 2e l'année dernière, qui s'appelle Geraint Thomas, ancien vainqueur du Tour de France, qui est quand même sur 3 semaines un sacré spécimen, qui, peu importe sa forme, arrivé sur l'un de ses objectifs, il sera au rendez-vous lui. C'est ça, c'est quelqu'un. Je pense que Geraint Thomas, c'est un peu la définition de la science. C'est quelqu'un qui sait faire, qui sait arriver en forme au bon moment, qui va savoir gérer. On sait que quand Pogacar va attaquer, ça sera pas le premier à se jeter dans la roue du Slovène. Il va lisser, quitte à perdre du temps, quitte à laisser faire les autres se cramer pour ensuite les ramasser. L'année dernière, il fait encore un grand Giro d'Italie. Et puis voilà, c'est quelqu'un, pareil, les années passent, mais il reste quand même sur, on va dire que les 2 derniers grands tours qu'il a préparés sérieusement, Tour de France 3e, Giro 2e, donc c'est plutôt correct, on va dire. Ouais, sur les grands tours auxquels il participe, Geraint Thomas est toujours un peu au rendez-vous. Il y a aussi une transition chez Ineos, qui est un peu en fin de cycle du côté des Ineos, l'ancienne génération Sky, et puis maintenant avec les Carlos Rodriguez, notamment les Tim Arensman qui sera avec Geraint Thomas au départ de ce Giro. On est en train un peu de passer le pouvoir du côté de cette équipe-là. Derrière Geraint Thomas en 2 étoiles, alors toi, t'as mis que Geraint Thomas en 2 étoiles, et ensuite t'es parti directement à 1 étoile. Moi, j'ai quand même mis Ben O'Connor et Romain Bardet. Tu peux me dire pourquoi tu les as mis en 1 étoile et non pas en 2? J'ai mis Geraint Thomas parce que je me rappelle du Tour de France 2022, où tu as vraiment les 2 énormes zinzins que sont Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Et derrière, rappelle-toi, Geraint Thomas, il a quand même une sacrée avance sur David Gaudu 4e. C'est ce qui me fait dire que c'est le grand favori lui aussi pour la 2e place finalement. Et c'est pour ça que tu as mis Geraint Thomas, tu le mets seul en 2? C'est parce que pour moi, c'est le grand favori pour la 2e place. Et que derrière, les 1 étoile seront tous ceux qui se battront pour la 3e place. D'accord, donc toi tu penses que personne ne peut battre Geraint Thomas. Il n'y a personne qui peut battre Pogacar pour la première, mais personne qui peut battre Geraint Thomas pour la 2. Alors que là on démarre la musique dans le stade Raymond Kopa, on est à 1h30 pile du coup d'envoi du match que je vais commenter. Non, pour moi, alors, écoute, j'espère que les troubadours de danger seront intéressants, mais non, je vois personne battre Geraint Thomas pour la 2e place, parce que voilà, comme j'ai dit, l'année dernière, il avait quand même une très grande classe d'avance, ne serait-ce que sur le 3e, juste Primoz Roglic qui le bat. Sur le Tour de France, il avait une grande avance sur David Gaudu 4e, et voilà, encore une fois, je ne le vois pas
En plus, il y a quand même du chrono sur ce Giro. C'est quelqu'un qui roule pas trop mal, qui saura reprendre du temps sur n'importe qui qu'on a cité en 1 étoile. Je pense qu'il est capable de leur reprendre ne serait-ce que 1 minute ou 1 minute 30 dans cette configuration. Donc, le seul ennemi pour moi de Geraint Thomas, c'est lui-même une défaillance ou une chute. Alors moi je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis Ben O'Connor et Romain Bardet en 2 étoiles. Ben O'Connor, mais parce que la Decathlon AG2R cette saison est assez incroyable, que l'équipe qui est avec lui sur ce Giro est quand même costaude. Je vais retrouver la start list, voilà, avec Ben O'Connor, parce que il y a les frères Paré-Peintre qui sont avec Ben O'Connor, il y a les frères Paré-Peintre, je disais, il y a aussi un Andrea Vendrame, il y a un Larry Varbas qui sont capables d'accompagner Ben O'Connor assez loin, et je trouve que Ben O'Connor, finalement il est encore dans la tentative de confirmation de sa 4e place du Tour de France. C'était de mémoire en 2021 exactement, Ben O'Connor, qui a fait cette saison quand même 5e de Tirreno, 2e de l'UAE Tour, 2e du Tour des Alpes sur les 3 courses par étapes qu'il a disputées. J'ai l'impression que Ben O'Connor, il est maintenant, ça y est, dans la catégorie de ceux qui peuvent aller sur le podium d'un grand tour, et donc du Giro, de la Vuelta, mais du Giro cette saison. Moi je le vois là. Eh bien moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que, ok, c'est vrai que Decathlon AG2R fait une saison, mais qui est vraiment, c'est même plus exceptionnel à ce stade-là. C'est incroyable leur régularité, leur capacité d'avoir des coureurs différents, performants. Maintenant, c'est cette 4e place du Tour de France. Pour Ben O'Connor, il ne faut pas oublier qu'il prend énormément de temps lors d'une échappée, et que derrière, c'est quand même compliqué d'estimer. Faut qu'il soit plus régulier à la pure pédale. Et pour l'heure, sur toutes ces tentatives de grand tour qu'il a fait depuis, il n'en a pas été capable. Son début de saison est bon, c'est clair. Et là, il y a 3 semaines, c'est pas 1 semaine, et c'est 3 semaines avec l'usure que ça peut engendrer. Il ne faudra pas avoir de temps. On se rappelle que même sur ce Tour de France 2021, où il avait été formidable, il a vu sa journée sans, c'était de mémoire lors du double Ventoux. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pour le coup, voilà, je vois vraiment Ben O'Connor passer le cap et rentrer, en tout cas se batailler pour le podium. Et je pense qu'il sera au minimum dans le top 5 de ce Giro. Après, j'ai mis Romain Bardet, mais parce que Romain Bardet, c'est Romain Bardet. Il reste sur une 2e place à Liège-Bastogne-Liège. Il montre qu'il est en forme. Il est capable d'accrocher. Il a déjà accroché un podium sur un Tour de France. Il est capable d'accrocher un podium sur ce genre de Giro où il va y avoir une course assez ouverte. Derrière, Tadej Pogačar finalement. Je pense qu'ils vont laisser Pogačar faire ses raids solitaires, et puis derrière, ils vont se bagarrer entre eux pour la 2e place. Et je trouve que Romain Bardet a ce qu'il faut quand même pour aller chercher cette 2e place. Il a aussi une revanche à prendre, Romain Bardet, sur ce Tour d'Italie. Il était arrivé très en forme, il me semble que c'était, je crois que c'était aussi 2021. 2022 où il abandonne alors qu'il est très bien placé au général, très en forme. 2021, il fait top 10 du Giro. C'est ça. Donc il a une revanche à prendre. Alors il y a aussi Fabio Jakobsen, ils en mettent une double carte sur la DSM sur ce Giro. Ils ont besoin de points aussi, la DSM pour le maintien en World Tour. Mais je pense que Romain Bardet a ce qu'il faut pour accrocher le podium d'un grand tour. C'est un peu comme un Geraint Thomas. Alors Romain Bardet est un peu moins fort que Thomas sur un contre-la-montre, mais pour moi c'est un peu le même profil. En fait, Guillaume, je suis totalement d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. La seule chose qui me fait mettre en étoile, c'est que Romain Bardet, sur ses derniers grands tours, il n'a pas eu de chance. Il chute sur le Tour de France. Il a eu cette maladie sur le Giro 2022. On se souvient qu'il avait réussi à enchaîner sur le Tour de France 2022 derrière avec un top 10, mais c'est pareil, il n'avait pas eu de chance avec une journée où il avait été malade. On ne sait pas trop ce qui s'était passé. Il avait perdu 4 minutes, alors que tout le reste, il était largement capable d'être 4e ou 5e du Tour de France. Et c'est cet facteur poids qui me dit que j'ai peur qu'il lui arrive un truc sur les 3 semaines, à un moment ou à un autre, qui lui fasse perdre beaucoup de temps, voire où il abandonne. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui est capable de déstabiliser parmi les outsiders dont on a parlé, capable de déstabiliser Tadej Pogačar ? Une chute ? Non, en vrai, j'y ai pensé. C'est pas un peu comme Evenepoel qui avait chuté aussi l'année dernière. Non, c'est le Covid l'année dernière. C'est le Covid. Mais il y avait eu un début de Giro avec des chutes. Ça avait été très casse-gueule. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, on se souviendra que ce début d'année nous a quand même privé de Wout van Aert sur les Flandriennes, et que Jonas Vingegaard, à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il va aller sur le Tour de France. C'est vraiment le facteur qui fait qu'il y a beaucoup de chutes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Il y a de la nervosité. Je pense que la bagarre pour les points UCI et l'importance que peut avoir même une 8e place rend les coureurs et les directions de plus en plus nerveuses aussi.
Et au final, c'est vrai que Pogacar, il est tombé sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Donc tout Pogacar qu'il est, lui aussi, ça lui arrive de tomber. Avec donc Tadej Pogacar qui devra faire attention, mais qui normalement va s'envoler vers une victoire finale. Et derrière, à une étoile, on va quand même mettre un peu les noms. À une étoile, rapidement, on y a mis un Tim Arensman, tous les deux. Je regarde qui on a en commun en fait. On a un Huige de Broc quand même. Tiberi, Dunbar, on a aussi, moi j'ai pas mis Martinez, mais on a mis tous les deux Caruso. On a mis tous les deux Daniel Felipe Martinez. Et puis après, ce qui diffère entre nous deux, c'est que moi j'ai mis Piganzoli parce que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Toi, tu as mis Juan P. Lopez, mais mon petit Guillaume, tu as oublié que le vainqueur du Tour des Alpes est une terrible malédiction et ne va jamais au bout du tour. mais Juan P. Lopez, pour moi, c'est devenu un coureur hyper régulier et j'ai l'impression qu'il fera quelque chose sur ce Tour d'Italie. Si ce n'est pas un top 10, ce sera une bataille pour le maillot de la montagne. Moi aussi, mais la malédiction du vainqueur du Tour des Alpes. Ouais. Tu vas dire que je suis superstitieux et tu as peut-être raison. Non, c'est pas ça. Mais bon, en tout cas, Juan P. Lopez est quand même un coureur qui s'affirme et qui s'est affirmé au niveau World Tour. Donc, bon, voilà, je pense quand même qu'il va faire quelque chose sur ce Giro. Pour y passer très rapidement, tu as mis aussi un Michael Storer, on l'a mis tous les deux, un Tobias Foss, un Eddie Dunbar aussi, tu as mis un Tiberi. Tiberi, pour moi, avec Caruso, voilà, il y a Caruso qui est là, mais Tiberi, c'est la nouvelle génération de coureurs par étape en Italie, tout comme un Fortunato à la Astana. Je veux voir ce que ça donne. Après, il ne faudra pas oublier les Chavez et les Woods comme d'hab. Et ça, on verra aussi Filippo Zanna chez les Italiens. Bon voilà, on a donné un peu les favoris, les outsiders, enfin le favori et les outsiders de ce Giro. On va avancer dans ce podcast, parler du parcours. Pour toi, où ça va se jouer? Où est-ce que Pogacar va gagner le Giro? Europa, deuxième étape. Non, c'est direct. C'est possible qu'il ait... Franchement, en fait, je sais pas trop quoi penser. Europa, c'est la deuxième étape, hein. C'est dimanche. Hein. Moi, à la limite, à sa place, je ferais en sorte de pas la gagner parce que tu prends le maillot rose, c'est des protocoles, c'est des interviews, c'est des contrôles antidopage obligatoires, c'est 1 heure de récup en moins. Alors, si le mec il prend parce qu'on parle d'une possibilité qu'il prenne le rose dès la première étape avec cette petite bosse, mais s'il prend le maillot rose sur la première étape, il va s'épuiser dans les protocoles d'après étape, et c'est des choses qui peuvent compter, là pour le coup, pas pour le Giro, hein. Il peut très bien gagner 8 étapes, gagner avec 10 minutes d'avance et se faire plaisir. Par contre, pour le Tour de France, ça peut compter en 2e ou 3e semaine. Ce qui me fait penser qu'on va attendre avant d'écraser la course. Bon, après, pour moi, je pense qu'il va prendre le maillot rose direct. Par contre, après, ça va être une course ouverte pour les échappées. Ouais, je pense plutôt que ça va être comme ça, qu'à un moment donné il va laisser partir une grosse échappée et peut-être qu'il abandonnera entre guillemets le rose à finalement un baroudeur qui va peut-être prendre à un moment donné, je sais pas, 6-7 minutes sur une étape et voilà, en fait je le vois plutôt comme ça. Je pense que Pogacar doit tuer la concurrence directement, doit éteindre tout suspense, mais derrière après favoriser des baroudeurs. Un peu à la David Arroyo qui avait pris un maillot pour le tenir de très longtemps. Ouais. Sur les routes du Giro 2010 lors de cette fameuse étape de l'Aquila. Ouais, complètement, un peu comme un David Arroyo. Donc voilà, je vois plutôt Pogacar faire comme cela. Il y aura quand même des étapes pas mal pour les baroudeurs. On regarde un petit peu. Donc tu as cette arrivée à Europa, au sanctuaire d'Europa. Dès la 2e étape, c'est vrai que tu as une arrivée à Turin le samedi lors de la première étape avec une bonne petite bosse aussi dans les 10 derniers kilomètres. Après, au niveau des arrivées au sommet, tu as Prati dit Thibaut qui donc sera la 8e c'est ça, la 8e étape donc le samedi à la fin de la première semaine. Dès le début de la 2e semaine, entre Pompei et Cusano Mutri, tu auras une arrivée au sommet avec une bosse de 18 bornes au sommet. On va arriver je regarde un petit peu aussi le contre-la-montre individuelle qui sera en fin de 2e semaine avec 31 km assez plat, même très plat. Livigno, l'arrivée aussi du dimanche de la fin de la 2e semaine, et puis en 3e semaine l'arrivée à Passo Bolocone, à Sappada aussi, et puis une bonne étape de montagne avec le Monte Grappa à grimper 2 fois la veille de l'arrivée à Rome. Donc voilà pour ce Giro qui est assez classique finalement, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. J'ai envie de te dire que pour une fois, l'organisation ne s'est pas acharnée à tout mettre en 3e semaine.
et qu'il y a plus de très belles étapes de haute montagne avant. Parce qu'on se rappelle de l'année dernière et d'il y a 2 ans, on s'est retrouvé dans des configurations de Giro bloquées parce que la dernière étape était juste était abominable à chaque fois et que tous les coureurs avaient peur et personne osait attaquer parmi les favoris et que finalement on avait un Giro à suspense, mais un Giro où il y a eu 3 attaques de favoris en 19 étapes. Donc là, au final, je trouve plus équilibré et c'est pas pour me déplaire parce qu'on a le droit d'avoir de la haute montagne plus tôt dans... Toi, c'est bien qu'il y ait Europa étape 2. On se retrouve aussi étape 8, voilà, il y a quand même une très belle étape au lendemain d'un contre-la-montre aussi. Étape 8, très belle étape. Étape 10, très belle étape aussi. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir sur les derniers Giro et qui me font vraiment plaisir. Ce parcours permet aussi de maintenir les sprinters plus en alerte un peu plus tard dans l'année. Enfin, pas dans l'année, mais dans la course, pardon. Et voilà, il y a une 18e étape qui est encore favorable aux sprinters. Et c'est quelque chose qui n'est pas si commun que ça sur le Giro d'habitude, à part la dernière étape, quand c'est pas un chrono. La dernière semaine, les sprinters, soit ils sont déjà rentrés à la maison, soit ils sont en train de prier pour pas être hors délai. Bon, tu en as parlé des sprinters, je voulais parler des Français, mais on le fera après. On va faire la transition avec les sprinters, un plateau de sprinters assez costaud quand même. On a quand même parmi les meilleurs sprinters au monde, on a du Olaf Koy, du Tim Merlier, du Fabio Jakobsen, du Joe Milan, du Phil Baos, Caden Groves, on a aussi du Danny Van Poppel, Caleb Ewan, Juan Sebastian Molano, Binyam Girmay, Alberto Dainese, un Max Canter, un Simone Consoni, Matteo Trentin, Ethan Vernon, Luc Lamperti notamment, le jeune américain de la Soudal Quick-Step. Bataille pour le maillot à points, qui est le maillot cyclamen, si je ne me trompe pas de ce Giro. Cyclamen, oui, normalement, si ça n'a pas changé. C'est ça, maillot cyclamen de ce Giro. Bon, grosse bataille quand même. C'est Joe Milan qui l'avait remporté l'année dernière. Il y aura Tim Merlier, Fabio Jakobsen, Olaf Koy, un Christophe Laporte aussi pour aider Olaf Koy sur ce Giro. Caleb Ewan, Alberto Dainese. La concurrence va être très costaude et les arrivées vont être très très disputées quand même. Ah, ça c'est clair. Déjà l'année dernière c'était sympa. C'était un très beau plateau de sprinters, certes. Pas forcément des top sprinters au niveau mondial, mais on avait vu des belles bagarres avec aucun sprinter qui avait vraiment survolé son sujet, même un Mark Cavendish qui était ressuscité pour remporter son succès à la toute dernière étape. Là, c'est vrai qu'on a vraiment des coureurs qui sont déjà des coureurs qui ont gagné au plus haut niveau mondial face à des cadors. Je pense à Milan qui s'est offert Philipsen sur Tirreno, je pense à Olaf Koy qui a été très bon sur Paris-Nice et ça va être vraiment sympa et j'ai assez hâte de voir ça et j'ai hâte de voir les bonnes bagarres. Est-ce que tout le monde saura se placer? On espère qu'il n'y aura pas de chute parce que les trains voudront placer leurs coureurs, mais c'est vraiment sympa. Après, quand on regarde le profil de ce Giro, combien d'étapes pour les sprinters? On va essayer de compter en même temps. Bon, je pense que le premier week-end, ça sera plus pour les favoris. Je pense que dès la 3e étape à Fossano, ça va être pour les sprinters. L'arrivée à Andorra, la 4e, malgré la petite bosse avant, je pense que ça va être pour les sprinters. On en a 2. Lucha, peut-être, oui, je pense que ça va quand même passer pour les sprinters. Ça en fait 3. Ça doit en faire... allez, on va chercher en 2e semaine, ça en fait une 4e. J'en ai au moins 10, on va dire, parce que Lucha ça passe. Ouais. Même l'étape avec les chemins, ça peut passer pour un sprinter parce qu'il y a 10 chemins mais il n'y a pas de dénivelé. Donc je pense que ça peut passer, notamment à Milan qui est quand même pas trop mauvais. Même des gens comme Olaf Koy, ça s'est passé les pavés aussi. C'est des gens qui ont gagné des semi-classiques. Ouais, on a pratiquement 10 étapes finalement pour les sprinters. Ça va vraiment être disputé là. Encore une fois, il y en a en 3e semaine et ça c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et notamment l'arrivée à Rome. Ton favori pour le maillot cyclamen, Étienne? J'aurais tendance à penser que Jonathan Milan, avec sa force et sa régularité, peut se succéder à lui-même. Donc j'en fais quand même mon favori parce que c'est quelqu'un qui est capable de passer 3 semaines, qui est capable d'aller chercher des points, notamment sur l'étape des chemins. La 12e étape, qui est pas facile non plus, il est capable de passer là où d'autres passeront pas. Donc voilà, on sait que c'est un classement qui récompense la régularité. Mais sinon,
Guillaume, si Pogacar veut jouer, Pogacar il en sera peut-être pas si loin. Ouais, c'est la fameuse lubie, le fameux fantasme du vainqueur du Grand Tour qui tue toute la course et qui remporte tous les maillots. C'est PCM. Il peut pas remporter le maillot à blanc maintenant, hein, c'est terminé. Non, ça sera pour quelqu'un d'autre. Il en a quand même gagné assez sur le Tour de France. Oui. Moi je vois bien Jonathan Milan aussi remporter le maillot cyclamen. Pourquoi ? Parce que c'est le vainqueur en titre, c'est le tenant du titre. Qu'il est devenu un sacré coursier maintenant, il a encore franchi un palier depuis un an, que malgré la concurrence, je pense qu'un Olaf Koy prendra moins de points qu'un Joe Milan sur des étapes un peu plus dures, qu'un Tim Merlier, ça va être la grosse bataille avec Joe Milan, que Fabio Jakobsen n'a jamais réellement retrouvé son énorme niveau depuis qu'il est à la DSM, et que derrière la concurrence, Phil Baos, ça va être très costaud, on l'a vu gagner aussi en costaud à Tirreno, Phil Baos. C'est presque le concurrent le plus direct, à mon sens, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut aller chasser sur le terrain de Milan. Donc si il est plus fort que Milan dans certaines arrivées, et qu'en plus il peut le suivre, c'est peut-être le coureur qui peut le plus l'embêter. Bon, après c'est de la régularité, et Joe Milan il est quand même capable d'aller chercher des points un peu partout, donc ça va être intéressant à suivre. Lui qui après va se concentrer sur l'objectif Jeux Olympiques sur la piste. Tout à fait, d'ailleurs ça va, s'il ressort avec un cyclamen, il aura l'esprit plus léger pour la piste après à Paris. Notamment. On va passer aux Français, Étienne, pour terminer ce podcast. Les Français, qu'est-ce qu'on en attend ? On a parlé un peu de Romain Bardet pour le général, donc on va pas en parler. On a notamment Julien Alaphilippe qui participe enfin au Tour d'Italie. On va se concentrer sur Alaf. Tu en attends quoi, toi, de Julien Alaphilippe ? Mais ça tombe bien que tu me parles des Français, parce que je sais pas si tu le sais, mais j'ai sorti la semaine passée, un article sur les 4 coureurs français à suivre. Forcément, Julien Alaphilippe en fait partie. Moi, je suis un peu déboussolé par ce coureur, parce que quand tu vois sa déclaration qui te dit qu'il n'a pas du tout repéré les étapes du Giro, j'ai peur qu'il nous fasse une Tour de France 2023, c'est-à-dire courir à l'instinct, mais attaquer un peu partout, mais nulle part, et se disperser. J'ai peur qu'au final, il loupe des victoires d'étape parce qu'il aura grillé trop de cartouches durant celle-ci. Ça me fait un peu peur. J'avoue que on sait qu'il est pas mal, on sait que c'est pas mal, il fait 9ème du Giro de Milan-San Remo, pardon, mais sur le Romandie, il est pas si mal non plus, mais faut pas se disperser, hein. Gagner une grande étape sur un Giro, il faut aussi être capable de se canaliser. Ouais, notamment après Julien Alaphilippe, j'ai l'impression que ce Giro, un Giro de baroudeur, peut être finalement un peu la course qui correspond le mieux aujourd'hui dans dans le moment de la carrière dans lequel il est là. Tout à fait, c'est sûr. On sort de 2 éditions du Giro où la moitié des étapes ont été remportées par des échappés, y compris des étapes de montagne d'ailleurs. On sait que quand il veut, il n'est pas si mauvais grimpeur. Il a une bonne pointe de vitesse, donc c'est clair que ces configurations peuvent, de Giro où les échappés sont souvent à leur avantage, ça va l'avantager. Maintenant, il ne faut pas non plus courir n'importe comment, et sur ça, j'avoue que j'ai plus de réserve. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la crainte aussi. J'ai un peu peur que finalement Alaphilippe soit bon, mais pas excellent dans un domaine qui lui permette de gagner, qu'il se fasse battre à un moment donné par un meilleur grimpeur, peut-être par quelqu'un qui a une meilleure pointe de vitesse, peut-être par quelqu'un qui a une meilleure fraîcheur. Tu vois, à un moment donné, sur les différentes étapes dans lesquelles il va tenter de jouer les étapes. C'est le moment où il est aujourd'hui dans sa carrière, c'est un peu de ça dont j'ai peur. C'est exactement ça. Et c'est un peu la crainte qu'on a pour Julien Alaphilippe. Mais finalement, parce qu'on en attend beaucoup de Julien Alaphilippe, on attend surtout qu'il se libère de l'emprise de Patrick Lefebvre et qu'il se fasse plaisir sur le vélo enfin. Alors, c'est une parenthèse qu'on a déjà évoqué ensemble plusieurs fois dans ce vélo podcast. Mais oui, je pense qu'il serait le premier ravi de lever les bras sur un grand tour pour enfin qu'on parle de lui pour des exploits sportifs et pas pour des sorties de son directeur sportif et manager général. En fait, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais on a vraiment envie de parler de Julien Alaphilippe pour parler vélo, résultat, et pas extra sportif. Est-ce qu'il va signer à Cofidis, Total Energy ou je sais pas quoi? Nous, on veut parler vélo, on veut parler de victoire, et on veut le voir lever les bras parce que je pense que c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Exactement, l'énorme champion qu'il est, Julien Alaphilippe, avec une victoire, le doigt sur la bouche en célébration. Sur ce, alors là, j'achète, Jean-Marc Généreux, j'achète. Ah oui, j'achète. Avec un 10. On va parler rapidement quand même des autres Français. En bref, allez,
20-30 secondes sur chaque. Cherki Airbnb Hotel, parmi les Français, on a Louis Barré, Donovan Grondin, Alain Rioux, et puis moi quelqu'un que j'attends beaucoup, c'est Ewen Kosciu. Ewen Kosciu, j'ai vraiment envie de le voir se faire plaisir sur ce Giro. C'est un des très bons coureurs français qui grimpe, et dans tous les sens du terme. Et c'est quelqu'un qui grimpe bien, qui punch bien, qui a une pointe de vitesse qui est pas si mal que ça. D'ailleurs, c'est marrant, il me fait penser un peu à la Philippe. Mais franchement, le Giro s'est consacré des surprises côté français. Aurélien Paré-Peintre l'année dernière, un certain Victor Lafay sur le Giro 2021. C'était pas forcément les Français les plus connus et sur ceux sur qui on aurait forcément misé pour une victoire d'étape. 2 Français qui ont levé les bras sur les routes du Giro. Ewen Kosciu, il a un peu ce profil finalement de la potentielle surprise pour une victoire d'étape française. On a parlé vite fait des décathlons G2R tout à l'heure, donc on va passer, on n'en a pas parlé vite fait, mais on en a pas mal parlé avec Ben O'Connor et notamment les frères Paré-Peintre. La Cofidis, il y a Stefano Oldani, l'ancien de la Alpecin de Koenig. C'est Stefano Oldani qui devrait jouer un petit peu le général. Ouais, mais bon, cette saison, Stefano Oldani, je regarde sa meilleure place, 8e au trophée des Salines là, en Espagne en début de saison, 5e au Grand Premio Castellón, mais il fait 80e à Tirreno, 60e à Milan-Turin, 98e à Milan-San Remo. Il termine pas le Tour du Pays Basque, il fait 117e du Romandie. Bon, c'est lui qui est censé être le leader. T'as Niolkowski qui va jouer sa carte au sprint. T'as un Ruben Fernandez, un Simon Geschke pour les échappés. Et puis côté français, chez Cofidis, Ben Thomas qui va aller ensuite sur les Jeux Olympiques avec Thomas Champion et Nicolas de Beaumarchais. Bon, très rapidement, Cofidis, on n'en attend pas grand-chose de ce Giro. J'ai l'impression qu'ils ont mis les cartes en dehors de ce Giro pour aller gratter le plus de points possible sur d'autres courses qui peuvent aussi rapporter des points pour le maintien au World Tour. Tout à fait, c'est vrai que comparé à la formation Arkea BNB Hotel, ça fait mal de voir cette compo de Cofidis qui, quand tu vois, c'est surtout l'équipe qu'ils ont alignée sur le dernier Tour de France. Et là, t'as l'impression que c'est leur équipe réserve, sans être méchant, mais on n'en est pas loin. Bento, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui est un peu polyvalent. Donc pourquoi pas, ça peut être leur meilleure carte pour une victoire d'étape. Allez, on va passer à la Groupama FDJ alors que la boîte de nuit derrière moi est très en forme. Un peu plus d'1 heure du match entre Angers et Pau que je vais commenter. On a parlé, alors tu sais quoi, on va parler de Groupama FDJ en dernier. Tout ça pour dire qu'on a parlé de Romain Bardet à la DSM. Je regarde un petit peu quel Français il peut y avoir ailleurs. Alors oui, Christophe Laporte à la Visma-Eisenbach, on va en parler aussi un petit peu après. On a parlé de Julien Alaphilippe chez Soudal Quick-Step. Je remonte pour se concentrer sur Laporte et les Groupama FDJ. Hugo Hofstetter chez Israel Première Tech. Il va peut-être travailler pour Ethan Vernon ou avoir sa carte à un moment donné. Hugo Hofstetter, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner lui à la Israël. Lilian Calmejane et Adrien Petit à l'Intermarché autour de Bienen Girmay, ça peut être intéressant. On va parler de Christophe Laporte à la Visma Leasebike. Il l'a dit, Christophe Laporte en avant-course, en avant de Giro. Il est sur le Giro, c'était pas prévu, mais il a besoin en fait de reprendre des jours de course et non pas d'aller en stage pour se préparer pour le Tour de France ensuite, d'autant plus avec la blessure de Wout van Aert. Il va forcément aller mieux que sur Paris-Roubaix. On s'est aperçu que sur Paris-Roubaix, malgré le fait qu'il ait manqué de conditions, il fait quand même dans le top 25 de la course. Donc, évidemment, pour un coureur de son ambition, c'est insuffisant, mais ça prouve quand même qu'il était quand même là. Il n'était pas totalement là, mais il n'était pas à 90e et totalement en fraise. Paris-Roubaix, c'était il y a quasiment un mois. Je pense qu'il, cette fois-ci, la malchance, la fameuse sorcière aux dents vertes, comme on dit en cyclisme, l'a enfin épargné. Donc, avec un mois d'entraînement en plus, on peut espérer et estimer qu'il soit plus en forme. Maintenant, reste à savoir son rôle. Est-ce qu'il sera pur coéquipier de Olaf Koy ou est-ce qu'il aura sa carte sur au moins 2 ou 3 étapes un peu plus compliquées? Ouais, je pense avec une équipe Visma Leasebike qui a aussi Eduardo Affini, Gesink, Tratnik, Huis de Brock, Attila Valter, Tim Van Dijk. Une belle équipe quand même de la Visma Leasebike. Étienne, pour terminer et faire le tour des Français, des équipes françaises, je veux qu'on parle de Groupama FDJ parce que cette compo, alors certes, elle est intéressante avec Laurens Pitty, Lewis Aski, Cyril Barth, Clément Davy, Lorenzo Germani, Olivier Legac, Fabien Linhart et Enzo Paleni. Mais moi, elle m'interroge en fait cette compo. Je vais te dire pourquoi. C'est un énorme manque de respect pour Lenny Martinez, ce qu'ils mettent là au Tour d'Italie. Parce que je pense qu'ils doivent eux le savoir depuis à peu près cet hiver que Lenny Martinez soit ne re-signera pas, ou alors ils mettent la pression sur Lenny Martinez en disant tu veux pas re-signer chez nous alors qu'on t'a fait passer chez les pros. Donc du coup, tu feras au mieux le Tour d'Espagne avec David Gaudu. Tu feras ni le Tour de France pour l'instant, c'est ce qui est prévu.
ni le Giro. Lenny Martinez, quand on voit ce que font les jeunes de son âge, aurait entièrement sa place, et quand on voit ce qu'il fait sur les tours, il aurait entièrement sa place sur le Giro. Je trouve que c'est un énorme manque de respect pour Lenny Martinez de ne pas le mettre sur le Giro. Et c'est un peu un concours de celui qui a la plus grosse finalement. Il y a moyen de pression pour dire tu veux pas signer chez nous l'année prochaine, tu veux pas renouveler chez nous, tu resteras à la maison. Et je trouve que ça c'est dégueulasse. Je sais pas, je pense que là tu t'emballes un peu trop parce que... Peut-être que je m'emballe un peu trop, mais moi c'est ce que ça m'inspire. Je pense que c'est un coureur que tu apprécies beaucoup et c'est un peu les émotions qui parlent. Je vais essayer d'être un peu... Alors là je te trompe, là je te coupe. C'est pas réellement les émotions qui parlent sur ce coup-là. Je suis très factuel parce qu'aujourd'hui, Lenny Martinez est clairement l'un des Français, voire le Français. Et j'espère que David Gaudu va se remettre petit à petit à son niveau et qu'il n'a pas atteint un plafond de verre dont on parle depuis quelques temps dans Vélo Podcast. Mais aujourd'hui, Lenny Martinez est le coureur capable de faire les meilleurs résultats sur les courses par étapes. Et pour moi, le mettre sur un Giro et sur une Vuelta, après l'avoir mis seulement sur la Vuelta la saison dernière, ça aurait été parfaitement logique dans sa progression de jeune coureur qu'il est. C'est juste pour ça. Pourquoi pas. Après, n'oublie pas que les programmes ont été faits. Enfin, FDJ a dévoilé très très tôt ses programmes et c'était avant tous les gros résultats de Lenny Martinez. Et en fait, c'est difficile après de se dire on l'aligne sur le Giro parce qu'il a performé. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà énormément de jours de course, Lenny, depuis le début de la saison. Il a beaucoup couru. Et l'amener sur le Giro, tu peux aussi tuer sa fin de saison si tu fais ça. Imagine, il sort cramé du Giro, derrière il se remet pas, il est à la rue, pour la Vuelta, il est à la rue concrètement. Parce qu'on a vu des coureurs faire le Giro, pas faire le Tour, et arriver sur la Vuelta quand même cramé. Et voilà, c'était le risque. Il a beaucoup couru, Lenny Martinez, mine de rien. Je vais aller regarder. Je vais te laisser la parole, mais il a quand même beaucoup couru. Je regarde aussi en même temps, mais en fait, pour moi, si tu veux, c'est vrai qu'il y a quand même un gros bloc. Il fait le Tour de Romandie, il fait le week-end Besançon, Jura, Doubs, il fait le Tour de Catalogne, Grand Camino, Strade Bianche, Classique Var, Trofeo Laigueglia. Mais en fait, si tu veux, ce qui me déçoit, c'est qu'en fait, tout ça, c'est décidé dès l'hiver. Et à mon avis, ils doivent, eux, savoir, pendant l'hiver, que Lenny Martinez, il ne re-signera pas. Et tout simplement, on va pas le mettre sur le Giro, alors on peut en mettre d'autres qui, pour eux, par exemple, un Laurens Pitty, même si... Tu ne re-signeras pas. On ne sait pas s'il va re-signer, pour l'instant, il ne re-signerait pas. Mais tu vois, je pense ils mettent des jeunes qui ont un peu plus de chances de se développer chez eux. Et en fait, ça me gonfle parce que je vois David Gaudu sur le Tour de France avec un Romain Grégoire. Et en fait, je vois... Enfin, pour moi, avec Lenny Martinez, c'est les 3 têtes d'affiche et les 3 grandes têtes d'affiche sur la course par étape. Alors, il y a Valentin Madouas, mais c'est autre chose, mais de la Groupama FDJ. Et je pense c'est pour ça que ça me gonfle, parce que je pense qu'ils savent que Lenny Martinez n'avait pas re-signé cet hiver. C'est pour ça qu'ils l'ont dit, tu n'iras pas sur le Giro et on ira avec toi. Tu vois, il est même pas sur le Tour de France pour l'instant, Lenny Martinez, quoi. Moi, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que pour moi, il fallait qu'il fasse soit le Giro, soit la Vuelta au minimum. Et s'il faisait le Giro, ça lui laisse quand même 3-4 mois pour récupérer avant... 3 mois pour récupérer avant la Vuelta. Ouais, mais je pense que l'objectif, c'était aussi de le faire gagner cette saison. Qu'il lève les bras, et il a quand même levé les bras à 4 reprises depuis le début de l'année. Et c'était aussi de le faire courir des courses à l'étape d'une semaine au niveau World Tour. Il fait Catalogne, il fait Romandie. D'ailleurs, on voit que sur Romandie, il commence à manquer de fraîcheur. Ce qui me fait penser que sur le Giro, ça aurait été compliqué de bien évoluer avec ce programme, même si on l'avait ajouté au dernier moment. Et au final, on peut aussi dire que la Groupama a eu raison de faire ça, parce qu'il gagne 4 victoires. Donc c'est de la confiance aussi, c'est bien de découvrir les grands tours, mais pour un jeune coureur, c'est important de lever les bras, et de lever les bras tôt, parce que c'est aussi ça qui marque la capacité à un coureur de passer de prometteur à futur grand champion. Quelqu'un qui est capable de lever les bras, c'est une assurance tout risque pour une équipe dans une saison, c'est des points marqués, c'est du prestige pour l'équipe, mine de rien. Voilà, il a quand même gagné 4 courses. Et ça, ouais, bien sûr. Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais ça peut se défendre, le programme de la Groupama FDJ. C'est ça que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure, c'est que ça peut se défendre. Pourtant, d'habitude, je suis le coureur offensif et toi, tu es plutôt le coureur défensif de nous deux, mais bien sûr. Là, les rôles ont inversé. J'ai été assez factuel depuis le début du podcast, mais là ça me tenait un peu à cœur. Mais bon, je comprends ce que tu dis. Après, tu peux très bien lui faire quand tu vois que le Grand Camino, c'est celui qui approche le plus Vingegaard, qui fait top 10 d'Estrade en remportant le Gueglia avant, et qui fait top 10 du Tour de Catalogne en étant meilleur jeune. Bon, tu peux te dire, ton programme de course
on va le changer. Tu feras ni le Romandie, ni le Grand ni Besançon, Jura, Doubs là. Et tu vas couper après le Tour de Catalogne. Et dans 2 mois, tu es au départ. Dans 1 mois et demi, tu es au départ du Giro pour y jouer quelque chose, au moins un top 10. Dans l'évolution d'un coureur, faire 3 semaines, c'est intéressant. On l'a vu, il terminait très fatigué aussi à la fin de la Vuelta l'année dernière. Il avait bien donné. Mais c'est en faisant ces courses-là aussi qu'il va progresser, prendre de la caisse. Effectivement, après, il ne faut pas oublier qu'il a que 20 ans aussi. Attention, hein, faut pas. C'est peut-être pour le coup là où je vais te rejoindre, c'est que c'est peut-être le défaut de Marc Madiot aussi, c'est qu'il veut peut-être trop. Et là, c'est pas parce que Lenny Martinez partirait dans une autre équipe, mais je pense qu'il a ce défaut de vouloir trop protéger ses jeunes. Le cyclisme, je vais reprendre encore une fois Mbappé, mais le cyclisme il a changé. J'en étais sûr qu'elle allait me sortir ça. Vas-y, redis-le. Le cyclisme il a changé. Tu me connais bien, mais le vélo ça a changé. Et c'est vrai que maintenant on est dans une époque où les jeunes ils n'ont plus besoin de passer par la case apprentissage. Ils arrivent, ils font des top 3, Ayuso, top 3 à 19 ans. Il n'y a plus de logique maintenant. On est dans un autre vélo par rapport à l'émergence d'un Thibaut Pinot, qui, je te rappelle, ne devait pas faire le Tour de France en 2012 quand il gagne une étape et qu'il fait top 10. Je sais, mais c'est pour ça que quand tu me parles que le cyclisme a changé, que tu me cites des coureurs comme Ayuso, comme Mich de Broc, que t'as pas cité mais que je te cite, c'est pour ça que je voyais Lenny Martinez au départ de ce Giro quand même, mais bon voilà, c'est comme ça. On a parlé donc des Français sur ce Tour d'Italie. Place au pronostic mon cher Étienne pour terminer ce podcast présentation du Tour d'Italie. Qui tu vois donc derrière Pogacar? On a compris tous les deux, on l'a mis vainqueur Pogacar. Qui on voit sur le podium avec Pogacar? Geraint Thomas, Romain Bardet, malgré tout. Allez, Geraint Thomas et Romain Bardet. Allez, c'est quoi? Romain Bardet et Ben O'Connor. Allez, comme ça, 100% Chambéry. Allez. Bon, Étienne, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette présentation du Tour d'Italie. Merci beaucoup. Dans la boîte de nuit du stade Raymond Kopa de Angers, donc, pour cette fin de podcast. On se retrouve très bientôt, Étienne. On parlera de ce Tour d'Italie régulièrement pendant ce Giro. On essaiera de se faire quelques petits numéros par-ci par-là quand même pour faire le point sur la course. Étienne, merci beaucoup et bon Giro. Avec plaisir, et puis je te souhaite un bon match du côté de la boîte de nuit d'Angers, en espérant que les Angevins se rapprochent encore une fois de la Ligue 1 après leur saison très compliquée l'année dernière. Bon, moi tu sais que je commande pour les Palois, pour le Pau FC, donc j'espère que Angers va se faire accrocher ici par le Pau FC, mais bon, ça on verra un peu plus tard. Étienne, je te remercie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous référencer avec 5 étoiles, de nous aider au référencement en mettant 5 étoiles aussi sur Deezer, Apple Podcast et Spotify, notamment les grandes plateformes de streaming. Et on se dit à très bientôt dans Vélo Podcast. Ciao à toutes. Ciao.